C'est vraiment une chance de pouvoir faire une suite. Pour le coup, c'est pas tous les films qui font des suites. Et puis surtout de cette échelle-là. Sur le premier, on est parti sur Ocean Eleven parce que c'est un truc que j'adore, le Tarantino, Ocean Eleven. Et dans le deuxième, donc on part sur quelque chose qui est beaucoup plus Mission Impossible, James Bond, ça a l'air beaucoup plus action. Et le troisième, s'il y en a un troisième, ce sera encore autre chose. Donc on a eu sur le film un consultant, un ancien prisonnier qui est resté 25 ans en prison pour détenu, qui a monté une association d'anti-récidivisme pour aider les prisonniers qui sortent de prison à réintégrer la société. On a poussé la cinématographie aussi avec des usages de lentilles un peu différentes sur nos caméras, etc. Et puis le style d'anime, bien sûr, qui est vraiment un style spécifique à Bad Guys avec des poses un peu exagérées, un petit peu poussées, sympa. C'est un rêve de gamin, enfin un rêve que j'ai depuis, je pense que j'ai commencé à venir au Festival d'Annecy en tant qu'étudiant. On venait faire notre pèlerinage annuel. J'ai l'impression que le festival a jamais changé, c'est toujours la même ambiance, c'est toujours la même fraternité, on se retrouve tous. Bon, ce qui change, c'est là où je dors. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur The Anima Show pour une édition spéciale Festival d'Annecy. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pierre Périfel, le réalisateur derrière le succès international Les Bad Guys. Pierre a eu une carrière fulgurante aux États-Unis dans le studio DreamWorks et il nous partage son expérience, sa façon de voir les choses et pourquoi il est important pour lui de traiter de l'animation avec un style moderne à la fois dans la narration comme dans le style. Pierre nous présente la suite Les Bad Guys 2 et avec au programme de nouvelles aventures, de nouveaux personnages et toujours ce style visuel ultra stylé entre action, comédie et animation débridée. Comment fait-on évoluer une bande de criminels attachants? Comment garde-t-on cette énergie Tarantino cartoon? Comment faire son trou à Hollywood quand on est un jeune animateur français? On voit tout ça ensemble maintenant. Cette conversation m'a beaucoup plu et j'espère que vous apprécierez vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Je suis Samri et je vous souhaite une très bonne écoute. Pierre, bienvenue sur The Anima Show. Écoute, je suis très content d'être là. Bah oui, en fait, tu as grandi en France et tu as percé à Hollywood, en quelque sorte, avec tout ce que tu fais. Qu'est-ce que ça représente pour toi de venir présenter en avant-première les premières images de Bad Guys 2 à Annecy? Ça, c'est un rêve de gamin, enfin un rêve que j'ai depuis, je pense que j'ai... commencé à venir au Festival d'Annecy en tant qu'étudiant. T'étais étudiant au Gobelin, c'est ça? Ouais. Milko, le Gobelin. Et puis on venait faire notre pèlerinage annuel à Annecy. Ce qui est génial, c'est c'était quoi, il y a 20 ans, presque 25 ans maintenant. Et j'ai l'impression que le festival a jamais changé, c'est toujours la même ambiance, c'est toujours la même fraternité, on se retrouve tous. Ce qui change, c'est là où je dors. J'ai commencé en camping, maintenant j'ai une suite à l'Impérial sur le lac, génial, tu vois. Non, c'est incroyable. Quand on a un en festival... rétrospective, tu te dis, mais c'est incroyable, c'est fou, c'est un festival, c'est le plus gros festival, le plus glamour, tout le monde a envie de venir. À Hollywood, les Américains, ils ne parlent qu'une chose, c'est de venir à Annecy parce que c'est tellement magnifique cette ville et puis il y a tellement une super ambiance. Ouais. Et moi, la fierté que ce soit en France, de pouvoir présenter un film que j'ai fait là-bas, que tu as réalisé aux États-Unis, génial, chez DreamWorks. Chez DreamWorks, avec tellement d'amis que je connais ici, d'étudiants que je connais pas, mais qui sont aussi inspirés peut-être par ce que moi j'ai fait. Donc voilà, c'est super. Excellent. Les Bad Guys, moi je me t'ai régalé en famille d'ailleurs, avec mon petit fils de 6 ans qui adore Lou, etc. Là, tu viens avec un deuxième volet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de replonger dans un second volet, en fait? Parce qu'il y a évidemment tout un calcul de se dire ça a bien marché, donc on va continuer. Mais il fallait aussi, toi, que tu aies la volonté d'y aller. Alors, il y a plusieurs choses. Ça a bien marché. Ça dépend des standards qu'on utilise. Ouais. Okay, d'accord, c'est qu'on est sorti gros succès d'estime sur le premier film. Donc, j'étais super content d'avoir un film qui soit un peu différent et puis des bonnes critiques, quoi. C'est un film qui marche bien. En termes de box-office américain, on sort quand même en Covid, donc les chiffres sont pas aussi hauts qu'on aurait pu espérer avant Covid. Okay. Et en fait, je pense que ce qui a poussé le studio à nous donner la chance, parce que c'est quand même c'est vraiment une chance de pouvoir faire une suite. Pour le coup, c'est pas tous les films qui font des suites, et puis surtout de cette échelle-là. Je pense qu'en fait, la vie en streaming de ce film a vraiment été très, très... déterminante. Déterminante. C'est-à-dire que le film a très bien marché en streaming sur Netflix.
sur Peacock aux États-Unis, sur Amazon Prime, et voilà, ça donnait le studio en fait une sorte de confiance dans l'amour que le public a pour ses personnages. Voilà, exactement. Okay. Donc moi, ce qui m'a vraiment donné envie de faire le deuxième, c'est l'envie de passer plus de temps avec mes personnages, quoi. Et puis dans cette espèce d'univers qui est un univers qui est incroyable parce que c'est basé un peu sur un univers réaliste, c'est-à-dire que c'est la ville, ça se passe à Los Angeles, etc. On a des personnages complètement absurdes, drôles, tout ce qu'on veut, qui font des animaux crapuleux, exactement. Et qui font leur braquage, etc. Mais sur lequel on ajoute une espèce de dimension, on pousse l'absurdité. Donc on avait vraiment le côté le guinea pig, enfin je parle en anglais, le cochon d'Inde qui contrôle tous ces autres cochons d'Inde pour voler de l'argent. Donc c'est tellement débile. Ouais. En fait, ça ouvre vraiment une porte vers une exploration outrecuidante de ce monde-là, on va dire. Et en plus de ça, c'est basé sur des bouquins. Et chaque bouquin un peu explore un genre différent de films. L'auteur, c'est un auteur australien, Aaron Blabey. Exactement. Blabey. Qui a fait une série en fait qui s'appelle Les Bad Guys. 20 bouquins Bad Guys. Nous, on a commencé quand il en avait écrit 3 ou 4, qu'il avait vendu. Ça avait bien marché en Australie, comme ça arrivé aux États-Unis. Maintenant, il en a plus de 35 millions vendus d'exemplaires. C'est incroyable. Un gros truc, quoi. Ouais. Et donc, voilà. Et chaque livre, c'est une exploration d'un nouveau genre. Donc, on était sur le premier, on est parti sur Ocean's Eleven parce que c'est un truc que j'adore. Le Tarantino, Ocean's Eleven, c'est le genre de braquage. Il y a une inspiration totalement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un hommage à ce genre de film que j'adore. Réservoir Dogs de Tarantino. Voilà, c'est Ocean's Eleven de Soderbergh. Il y a aussi du Snatch, Guy Ritchie. Il y a du Baby Driver. Et donc en tant qu'adulte, on se régale en fait. Ben voilà, c'est ça. Et c'est cette dimension que j'adore. On joue sur des réflexions et des représentations de ce genre-là que les adultes adorent, que les parents adorent. Et puis les enfants, ils s'amusent avec les blagues, etc. Ils n'ont pas forcément les références, mais c'est aussi une petite porte ouverte pour eux d'aller explorer ce monde-là. Et dans le deuxième, donc on part sur quelque chose qui est beaucoup plus Mission Impossible, James Bond, ça a l'air beaucoup plus action, beaucoup plus action. Donc, et le troisième, s'il y en a un troisième, ce sera encore autre chose. Donc voilà, il y a et puis il y a aussi l'arrivée d'un nouveau casting. Et il y a un nouveau casting qui arrive. Les Bad Girls, en fait, qui sont là pour challenger un peu les Bad Boys. Complètement. Ou collaborer, on sait pas trop. Découvrir. En fait, ce qui se passe, c'est nos Bad Guys, ils sont, à la fin du premier film, maintenant c'est des gentils, c'est des good guys. Ils passent un peu de temps en prison pour payer un peu ce qu'ils ont fait. Rédemption, quoi. Et voilà. Et donc ce film, donc le premier film est une histoire de rédemption, le deuxième film, c'est une histoire de réinsertion. Et eux sortant de prison, Wolf se dit c'est bon, j'ai payé ma dette à la société, tout va bien se passer, je vais pouvoir être un good guy, vivre mon truc. Et ça ne passe pas du tout comme ça. Quand on a un ex-prisonnier et qu'on fait peur à tout le monde, les gens n'ouvrent pas la porte tout de suite aussi facilement. Donc il a vraiment du mal à re-rentrer. C'est un peu Ocean Eleven. C'est ça, mais Danny Ocean. Mais Danny Ocean, il n'a pas vraiment envie de devenir un badass. Lui, il essaye vraiment. Le loup, il essaye vraiment, avec son équipe, de réintégrer cette vie-là. Et ça marche pas si bien, donc ils cherchent des jobs, ils n'y arrivent pas, donc ils sont complètement, ils ont pas un copec, ils ont rien. Et puis jusqu'à ce qu'ils se fassent en fait kidnapper ou plus ou moins par ces 3 bad girls, exactement, qui leur demandent de les aider à faire un dernier braquage. Ok. Voilà. Et sauf qu'en faisant ce dernier braquage, il se rend compte que ça lui manquait, quoi. Et que est-ce qu'il a fait le bon choix de devenir un good guy. Voilà, mais ce qui est marrant, c'est que tu traites de thèmes qui sont un peu... personne n'est tout blanc, n'est tout... Personne tout blanc, n'est tout noir, non, bien sûr. Et on a le droit de se poser des questions quand on fait des gros changements dans sa vie. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément aussi facile que ça. Et je trouve ça bien d'avoir amené ce type d'écriture, ou ces thématiques dans des films d'animation à destination du grand public, enfants, adultes, etc. Et tu sais qu'on a eu sur le film un consultant... c'est un ancien prisonnier qui est resté 25 ans en prison. Détenu, qui est sorti de prison, donc lui, il y a des années, et qui a monté une association d'anti-récidivisme pour aider les prisonniers qui sortent de prison à réintégrer la société, donc des suivis psychologiques, etc., pour aider à comment faire pour que quand on est un ex-prisonnier ou un ex-criminel, à rentrer dans une société et arriver à vivre une vie à peu près normale. Donc il était consultant sur l'écriture. Ouais, sur l'écriture, exactement. Ouais. Donc on lui a montré le film, il nous a donné et vraiment essayer de comprendre le processus mental de quelqu'un qui essaie de réintégrer une société après un passage en prison. Et donc voilà, parce que c'est un peu la thématique. Il y a cette thématique-là dedans qu'on essaie de suivre et qu'on essaie d'honorer, en fait. Hop, petit arrêt sur image, juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Music, qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leurs catalogues musicaux. Citrus Software, qui édite Tangerine, le logiciel d'animation 3D temps réel, ainsi que Yuzu,
le logiciel de gestion de la production. Pour en savoir plus, rendez-vous sur citrussoftware.com. Big up également à Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Un grand merci au Festival d'Annecy pour cette édition spéciale en partenariat avec le podcast Anima Show. Voilà, retour à la conversation. D'un point de vue artistique, tu as plein de talents autour de toi. Ouais. Tu t'es entouré des meilleurs en fait, à chaque fois. On va commencer déjà par le style graphique. Donc c'est toi qui l'as développé en fait. Tu as reçu, vous savez qu'il y avait une adaptation de cette série de bouquins. Et puis toi, tu te dis, moi, mes inspirations, c'est à la fois Franklin Oui, complètement. Ouais, c'est ça. Plus les franco-belges, un petit peu. Plus le Japon, au Japon, Dragon Ball Z, etc. Et puis Miyazaki, et puis toute l'animation japonaise. Et puis tu t'es mis à faire du vis-dev, en fait, sur ça. Et ça marche super bien, parce que tu allé chercher des choses qui sont pas avec des lignes pures. On a l'impression que c'est un peu de la peinture, c'est la 3D, 2D, quoi. Ouais. Comment ça t'est venu et à quel moment le studio a dit ouais, c'est ce qu'il faut là? Alors c'est intéressant. Donc c'est une très bonne question. C'est quelque chose que je pense j'avais toujours voulu explorer dans l'anime 3D. Alors sans jamais pouvoir forcément le faire parce que j'étais pas nécessairement aux commandes d'un projet moi-même. Mais d'explorer un peu des visions un peu différentes de ce que peut être l'animation 3D qui, je trouve, depuis qu'elle existe, depuis que Pixar a commencé avec Toy Story dans les milieu des années 90 jusqu'à encore maintenant, on reste dans un rendu un peu froid par moment. Ouais. Alors, pas tous, il y a des très très bons rendus, on arrive vraiment à faire des choses incroyables maintenant, mais on reste dans un rendu qui est assez synthétique et qui est toujours resté assez synthétique jusqu'à que la machine arrive à plus facilement aider les artistes à donner une patte illustrative. Ouais, je vois très bien. Donc on a des exemples comme ça, comme Bad Guys en est un, mais Puss in Boots, le chapeauté de DM, Spider-Verse, Arcane, etc. On voit il y a toute cette vague qui arrive. Donc nous on était un peu au début de la vague. Ce qui est intéressant, le challenge là-dedans, c'est à quel point on pousse cette stylisation où on reste un peu plus consensuel. Spider-Verse par exemple avait poussé assez loin. Les potards. Moi j'avais fait la décision de rester sur quelque chose qui est un petit peu plus modéré. Parce que le public, à l'époque, était peut-être pas complètement prêt à partir un changement de ce type. Un changement si poussé. Ce qui avait été un petit peu difficile d'ailleurs, sur les premiers Spider-Man, Spider-Verse, les gens étaient je suis en train de voir quoi. Ouais. Donc c'est génial, moi. C'est un de mes films favoris, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais pour nous, sur Bad Guy, j'avais voulu être un petit peu plus, rester un peu plus consensuel, tout en poussant. Donc c'est beaucoup plus subtil. Ouais, tout à fait. Ça a rendu très. Mais on le voit quand même. On le voit vraiment. Il y a un style qui s'en dégage, quoi. Et donc il est conservé dans le 2, évidemment. Dans le 2 et un peu poussé dans le 2. Ok. On a même on a poussé ça, on a poussé la cinématographie aussi, avec des usages de lentilles un peu différentes sur nos caméras, etc. Ah oui. Et puis le style d'anime, bien sûr, qui est vraiment un style spécifique à Bad Guys, avec des poses un peu exagérées, un petit peu poussées, sympa, qui vient un peu plus pour le coup de l'anime japonaise. Mais en France, on est très bon à faire ça. Ouais. Et c'est mes influences, en fait, c'est tous les gens. Ouais, t'avais besoin de l'injecter, pour toi, c'est ta patte, quoi. Important que ça soit là, quoi. Ouais, complètement. On a parlé du style, mais après, il y a aussi la musique. T'as bossé avec un super gars qui s'appelle Daniel Pemberton, qui est en anglais, qui a bossé d'ailleurs sur Spider-Verse, tu mentionnais, et pas mal d'autres. Et là, ça a été un vrai travail aussi, avec plein de musiciens. Enfin, incroyable. Un gros boulot, quoi. Ouais. Pourquoi c'était important pour toi d'inclure autant parce que les références que je voulais avoir sur ces films, invoquées sur le premier film, c'était... David Holmes qui fait toute la soundtrack de Ocean Eleven, mais c'est aussi tous ces films à Tarantino. Le Tarantino fait pas beaucoup de soundtrack, du scoring, c'est vraiment plutôt des chansons. C'est presque là-dessus que je voulais. Ouais, il choisit vraiment les chansons. Ouais. Exactement, il fait vraiment une playlist de chansons et qu'il les met dans ses films. Au début, c'est presque ce que je voulais faire. Et puis, bon, c'est vrai qu'en animation, c'est un peu compliqué à faire. C'est un petit peu plus difficile. Et donc, du coup, en discutant avec Daniel, attends, on va voir un truc. Et donc, il a vraiment compris l'intention. Mais à la base, c'est vraiment une intention d'aller sur cette musique un peu funk, jazzy, rock. Ouais. Et de faire une soundtrack autour de ça. Donc c'était vraiment l'idée. Et connaissant la versatilité de Daniel, en fait, il est arrivé là-dedans pour vraiment m'épauler et en faire son propre truc. Du coup, à la sortie de Bad Guys 1, il a fait une soundtrack qui est incroyable, d'une complexité phénoménale, mais avec des thèmes en plus qui sont juste géniaux et très drôles, très fun en fait, très fun à écouter. Et donc le 2, comme on ouvrait vraiment l'envergure, le scope du film, il est parti un peu de la même façon avec la musique. Comment on peut
ouvrir ça, on va dans l'espace dans le deuxième, donc c'est pas si facile d'avoir un truc funky dans l'espace, donc il est parti un peu plus de l'électro, donc il ramène plein d'influences là. C'est génial. Mais ce qui est trop bien, vraiment, quand tu disais j'aime bien m'inspirer de la cinématographie, là on sent qu'il va y avoir plus d'action, comme tu disais, à la Mission Impossible, peut-être un peu à la James Bond, enfin il y a pas mal de choses qui sont inspirées de ça. Et ce qui est bien, c'est que dans les teasers et tout, vous avez joué un peu sur le genre, avec ce fameux complètement stunt action. Donc en gros, ils expliquent eux-mêmes les personnages qui vont faire la cascade eux-mêmes dans l'espace et tout. Et je trouve ça super. Vous êtes allé au bout du truc. Et ça, je trouve ça génial. Et ça fait plaisir en fait de voir de l'animation comme ça qui s'inscrit de manière très moderne et dans un genre. Dans un genre, complètement. On a parlé de la musique, du graphisme, mais il y a aussi les voix, enfin les comédiens. Pareil, là, tu as un casting de 5 étoiles, quoi. 5 étoiles. On parle aux États-Unis, il y a Aquafina, il y a Mark Maron, il y a Craig Robinson, Sam Rockwell. En France, Pierre Ninet, Alice Belaïdi, Jean-Pascal Zilli, Igor Swan. Voilà, ils font un super boulot. Génial. Mais vraiment. Et donc, parle-moi un petit peu de ton interaction, parce que non seulement t'es occupé de l'animation, t'es occupé de... Bon, tu vois, tu réalises, donc il y a aussi ce moment-là où tu dois diriger les acteurs. Ce qui est génial dans le deuxième, c'est que je les connaissais déjà du premier. Oui. D'accord. Donc j'ai vraiment eu l'habitude de travailler. Et puis ils ont dû adorer le rendu, quoi. Ils se sont dit, c'est génial, en fait. Et alors, c'est ça. Et alors, diriger les acteurs en animation, c'est pas évident parce que on travaille toujours à partir du script. C'est rare que je leur montre une séquence storyboardée. Bon, souvent, on n'en a même pas d'ailleurs, mais... bon, si on dit qu'on va storyboarder les séquences et puis on va mettre des voix temporaires dessus. Ouais. Mais en général, je les dirige plutôt sur des pages de script de manière à ce qu'ils aient vraiment, ils soient pas forcément teintés, ils ont pas forcément une préavis sur la séquence. En fait, ouais, d'accord. Donc j'essaie de leur pitcher la séquence moi visuellement. Et vous faites une reading, quoi. Et après on fait une reading, exactement. Okay. Après on fait une reading. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils ont tous leur process, les uns les autres. Marc, je lui dis une fois à peine et il me dit non c'est bon j'ai compris hein, t'inquiète, il le fait impeccable et à chaque fois qu'il fait une phrase juste nickel. Lui il s'occupe de Snake, c'est Snake, voilà, c'est ça le serpent. D'ailleurs il a un podcast Mark Maron qui est très très sympa, qui est énorme podcast, énorme podcast. Dès qu'il est en train il arrête je crois, il finit. Mais Sam par exemple lui c'est acteur, il a besoin de se mettre dans le moment, dans le personnage, il me fait des trucs incroyables. Bon il a 5 fois plus de lignes que n'importe quel autre personnage. Donc lui, j'ai vraiment besoin de l'épauler un peu plus. Et par contre, il va chercher, il va sculpter sa performance jusqu'à ce qu'il tombe sur le truc. C'est la magie. Parfait, ok. Et tu vas avoir un Craig Robinson qui lui est capable de jouer du piano en même temps qu'il développe sa performance. Donc, voilà. Donc travailler avec eux, c'est incroyable. Et les 3 nouvelles actrices qui sont venues, pareil, c'est d'un calibre international, quoi. Et est-ce qu'il y a eu des improvisations, des choses qui t'ont fait... Beaucoup d'impro, ouais, bah oui, parce que j'aime bien les... Pareil, ce qui est intéressant dans le live action, c'est cette espèce de relation... Un peu organique. Entre les acteurs et le réal. Qui capture très bien, d'ailleurs. Et nous, on n'a pas cette chance on n'a pas vraiment la chance de faire ça en animation aussi facilement. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus comme processus. Donc, j'ai essayé au maximum de les faire venir ensemble, les enregistrer ensemble. Okay. Alors, c'est pas facile parce que quand on les enregistre ensemble, s'ils parlent les uns au-dessus des autres, on se retrouve la cacophonie, c'est pas que c'est la cacophonie, ça fait une performance très naturelle. Mais par contre, c'est difficile de monter derrière parce que les voix, les micros chopent les voix de tout le monde, quoi. Donc, en général, on fait ça et puis après, on fait une ou deux takes clean, de manière à pouvoir ensuite rester au montage et peaufiner son montage. Mais les enregistrer ensemble, ça donne vraiment un côté très naturel, ça les amène à pouvoir improviser. En tout cas, on les félicite parce qu'ils apportent énormément au film. Est-ce qu'il y aura encore des easter eggs comme à l'époque tu avais fait avec Marie Cohn sur les billets de banque, la directrice de DreamWorks Animation? Bien sûr, la présidente. Ouais, il y en a d'autres. Super. Il y a des noms, plein de noms de tous les artistes de l'équipe cachés un peu ici et là. Ça, c'est un amusement de tous les jours, c'est trop drôle. C'est génial. Mais il faut qu'on s'amuse, quoi. Et je suis sûr que dans tous les films qu'on voit, on ne sait pas du tout, on n'est pas forcément au courant, mais je suis sûr qu'il y a des clins d'œil de partout, quoi. Merci Pierre d'être venu sur Anima Show. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Avec plaisir. Merci beaucoup.